très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je reçois un homme à multiples casquettes. Avec lui, nous parlerons des léopards de la République démocratique du Congo. Nous parlerons de matchs de barrage qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous parlerons de stages organisés pour les pros et les locaux. Nous parlerons de la gestion de l'équipe nationale. Nous parlerons des joueurs congolais évoluant à l'étranger. Donc, tous les mots qui entourent la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Nous en parlerons au cours de cette émission. Sans plus tarder, je m'en vais directement accueillir l'invité de ce jour. Lui, c'est Joshua Bellini. Il nous rejoint depuis les États-Unis d'Amérique. Salut et bienvenue, Joshua. Merci, salut à tout le monde. J'espère que nos auditeurs et tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivront pendant cette vidéo seront non seulement, satisfaits de notre travail, mais aussi à la fin, ils pourront apprendre quelque chose. Et c'est souvent le but que nous recherchons quand nous faisons des émissions comme ça, c'est d'essayer de faire passer un message et qu'à travers ces messages, les gens apprennent et qu'ils retiennent surtout. Voilà. Merci beaucoup. Au cours de cette émission, nous parlerons de la République démocratique du Congo sur les plans football. Nous parlerons de la sélection nationale. Nous parlerons des enjeux autour de cette équipe nationale. Nous parlerons des matchs, des barrages, des stages organisés pour les pros ainsi que les locaux. Nous parlerons de la gestion aussi de l'équipe nationale, des joueurs évoluant à l'étranger, des joueurs congolais, allais-je dire, évoluant à l'étranger, leur sélection et tout ça. C'est au cours de cette émission que nous allons un peu parler de ça et essayer aussi d'éclairer l'opinion avec quelques questions qui nous ont envoyées par WhatsApp pour aussi vouloir connaître réellement ce qui se passe au sein de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Joshua, je m'en vais directement vous poser la première question. La RDC est à 180 minutes de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022 et elle a besoin d'un soutien total et d'une bonne organisation pour pouvoir y arriver. Quels conseils pouvez-vous donner à la République démocratique du Congo si elle veut vraiment aller à la Coupe du Monde? Vous savez, nous, on n'est pas les mieux placés pour conseiller, en fait. Une fédération qui est assez responsable, un ministère des Sports qui est aussi assez responsable. On n'est pas les mieux placés pour essayer de les conseiller. On fait que constater certaines choses qui ne marchent pas. Et à partir de ces choses, ils peuvent toujours s'améliorer. Aujourd'hui, si on aimerait bien qu'aujourd'hui, si la RDC est qualifiée pour le mondial, que les dirigeants soient fiers de leur travail et que nous voyons à travers leur travail et que nous soyons aussi fiers de nos dirigeants. C'est tout ce qu'on veut. Mais c'est difficile pour nous aujourd'hui de dire que le travail se fait de manière assez normale. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'improvisation et surtout un manque de professionnalisme criant et qui se voit aujourd'hui aux yeux de tous. Vous avez parlé du stage, ce stage qu'on avait décrié. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a le ministère et la fédération qui se battent aux yeux de tous. Moi, je n'ai rien à dire. Ça se voit qu'il y a des affaires qui se font autour de la sélection nationale. Moi, je leur demande juste, je ne peux pas le conseiller parce que je suis très mal placé, je n'ai pas leur rôle, je n'occupe pas leur fonction, mais au moins qu'ils aient au moins cette décence, ce respect de la population, ce respect du peuple congolais et qu'ils nous évitent des scandales et des pièces de théâtre aux yeux et au su de tous devant la télévision nationale, venir et commencer à s'accuser l'un et l'autre. C'est quand même dommage pour un pays comme la République démocratique du Congo. Nous, ce qu'on veut, c'est juste la qualification pour le mondial, non seulement pour honorer les joueurs qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés pour cette République démocratique du Congo, mais aussi pour honorer ce peuple qui a tant souffert pendant des années et des années.
et qui méritent au moins qu'il y ait des gens qui porteront leur drapeau plus haut au sommet du football national, du football international. C'est tout ce qu'on veut. Le reste, qui nous épargne toutes ces mascarades et toutes ces disputes aux yeux et aux yeux de tous, parce que ça ne nous honore pas. Joshua, à ce stade, la RDC a besoin de tous ces pions pour arriver à la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais est-ce que vous pensez que c'est important de rappeler les joueurs qui n'ont pas pris part au match éliminatoire de cette Coupe du Monde Qatar 2022? Écoutez, il faut faire la part des choses. Hein? Il faut faire vraiment la part des choses. Il y a des joueurs qui représentent un renfort pour une équipe nationale. OK? Et ces joueurs sont toujours les bienvenus. On ne peut pas refuser une sélection à un joueur qui mérite. OK? Si pour des circonstances peut-être qui ne sont pas justifiées, ces joueurs ne se sont pas présentés et qu'aujourd'hui ces joueurs soient sélectionnés, si c'est pour un renfort, tant mieux. C'est le Congo qui gagne. Parce qu'à la fin, ce sera le Congo qui gagnera. Mais si ce joueur viendra et qu'il ne représente pas un renfort, d'un côté, on doit aussi se dire, écoutez, bon, vous n'étiez pas là pendant les éliminatoires, vous nous avez tourné le dos. Là, on est à 90 minutes, 180 minutes d'une Coupe du Monde, vous apparaissez. Alors, il y a aussi des gens qui vont se dire, OK, il faudra maintenant analyser, est-ce que c'est une plus-value, est-ce que c'est un renfort, si c'est juste pour boucher les trous ou juste pour se rajouter dans le groupe, ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien. Mais c'est vrai que tout ça fait partie d'une stratégie, on ne va pas commencer à s'accuser les uns les autres, tout ça, ça fait partie d'une politique sportive qu'il faudra mettre en place pour éviter des malentendus dans l'avenir. Mais Joshua, il y a aussi un problème. Oui. Aujourd'hui, ces joueurs en question viennent un peu de partout. Oui. On voit, on entend les joueurs venir de l'Allemagne, des Yougoslavie, en tout cas de pays que vous et moi nous connaissons. Mais est-ce que c'est réellement l'envie de jouer la Coupe du Monde ou c'est vraiment les soucis de la nation? Et aussi une sous-question à ça, pourquoi seulement maintenant? Bon, je me pose d'abord, moi je ne vais pas te poser la question, mais moi, à ce que moi je sache, je n'ai pas encore vu ces joueurs. Il n'y a qu'un seul joueur, Théo Bongonda. C'est le seul joueur qui est venu parce que son père a voulu qu'il représente les couleurs nationales de la RDC. À part lui, il n'y a personne d'autre. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des informations. Il y a un joueur qui était dernièrement à la FECOFA, venant de Yougoslavie. Les dirigeants de la FECOFA ont même reçu son père. Non, voilà, ça ce serait aussi une longue histoire. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, pour dire la vérité, il y a beaucoup de pression, vous savez? Exactement. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui viennent de partout, qui disent, OK, on va changer ma nationalité, mais moi, je veux jouer pour le Congo. Il y a d'autres qui disent la vérité, mais il y a d'autres que c'est des faussetés. OK? Mais ces joueurs, s'ils veulent jouer pour le Congo, on ne peut pas fermer la porte. OK? S'ils veulent venir pour traiter les documents, les passeports, tout ça, on doit ouvrir la porte à tout le monde. Mais après, c'est Hector Cooper qui va devoir maintenant sélectionner les meilleurs. Tu vois? On ne peut pas fermer la porte à un joueur parce qu'aujourd'hui, on a Mbokani. Mais demain, peut-être qu'on n'aura pas Mbokani. Peut-être qu'on aura besoin de ce joueur-là. Donc, on ne peut pas fermer la porte aux personnes. Que tout le monde, que tous ceux qui veulent jouer pour la RDC, ils sont les bienvenus. Mais après, c'est la sélection qui compte. C'est la sélection des 23 qui compte, ou c'est la sélection des 11, des 16, des 23. C'est ça qui compte réellement dans le football. C'est la sélection de Hector Cooper qui va réellement définir, OK, si ce joueur est valable pour ce moment ou non. Mais on ne peut pas fermer les portes, ma consoeur. On ne peut pas fermer la porte à tout le monde. Tous ceux qui veulent venir jouer pour la RDC, ils sont les bienvenus. Parlant de la sélection toujours des joueurs, parlant des joueurs congolais évoluant à l'étranger, pro ou binationaux, est-ce que
la supervision de ces joueurs s'est faite normalement pour bénéficier à la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a une supervision officielle? Il n'y en a pas. Comme toute fédération qui se respecte, en principe, on voit les entraîneurs se déplacer et aller suivre les matchs de leurs joueurs sur place. Est-ce que vous avez déjà vu une fois Hector Cooper ou encore, dirais-je, son adjoint Mahmoud Faez faire un suivi ou se déplacer ou aller dans un stade, aller faire un suivi ou une supervision d'un joueur à l'étranger? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de supervision officielle. Ce qu'eux font, c'est ce que nous aussi nous faisons. C'est-à-dire que nous regardons à la télé les prestations de nos joueurs à l'étranger. Il n'y a pas plus. Hector Cooper, en ce moment, il est en Argentine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de domicile fixe au Congo. On ne lui a pas donné une maison. Mahmoud Faez, c'est la même chose. Il est en Égypte, il fait ses affaires. Il regarde comme nous à la télé. Donc, il n'y a pas une supervision, il n'y a pas de travail de recherche. Il n'y a pas de travail de fond. À fond pour, il n'y a pas de travail de fond. C'est pourquoi ils avaient demandé qu'il y ait un ambassadeur. Ils avaient nommé Roger Itoto. Malheureusement, vous nommez un ambassadeur, mais vous ne lui donnez pas un rond pour se déplacer et vous voulez qu'il fasse des miracles. Et c'est ça aussi le problème. Voilà. Donc, il n'y a pas de supervision professionnelle, en fait. Même au niveau du pays, il n'y a pas de supervision. Parce que s'il y avait de supervision, on n'aurait pas besoin de faire un stage à l'étranger pour aller détecter 2 joueurs et les sélectionner en équipe nationale. Donc voilà, il n'y a pas de supervision et, ni au pays, ni à l'étranger. Il n'y a pas de stratégie connue. Il n'y a pas une stratégie officielle. Il n'y a rien de professionnel en ce moment. C'est-à-dire que c'est un peu... c'est comme si on était dans une jungle, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Vous avez plutôt évoqué les problèmes des stages. Je l'ai annoncé au début de cette émission. 2 stages organisés. L'un était passé avec les joueurs locaux, entre guillemets, et l'autre, les joueurs se sont déjà déplacés. Je crois qu'aujourd'hui, ils seront déjà à Bahreïn. Est-ce que ces stages profitent réellement à l'équipe nationale? Est-ce que ces stages seront bénéfiques? Est-ce que c'est ces stages qui feront à ce que la RDC puisse vraiment être en ordre ou être en forme pour pouvoir affronter son adversaire? Écoutez, avant de reconnaître réellement le fruit d'un stage, il faut d'abord rentrer, comprendre la stratégie du stage. OK? Moi, j'ai suivi M. Patou Mangenda qui déclare, il dit ceci. Après la défaite face au Zimbabwe, ils avaient constaté que l'équipe nationale était beaucoup plus composée de binationaux. Exactement. Et qu'il fallait aussi qu'il y ait une représentation locale. C'est-à-dire que Banamboka. Bon, mais là, on revient d'abord à la base. Hein, après, je vais répondre à ta question. Mais là, moi, je me pose la question. Quand je regarde les 11 qui ont joué face au Madagascar, je prends Mokoko Amale, je prends Idumba Fasika, Mbemba et Ngonda. Insakala Ngonda, je crois. Déjà en défense, ces 4 joueurs, il y a 3 qui ne sont pas des binationaux. OK? Nous allons au milieu. Au milieu de terrain, il y avait Bastien, Edo Kaembe et qui encore... Donc, on avait joué avec 4 milieux, c'est-à-dire Bastien, Edo Kaembe, Akolo et Mutusami. Parmi les 4, je ne vois que Mutusami et Bastien, c'est-à-dire que 2 binationaux. Parce que Akolo, il est né au pays, c'est un enfant du pays, et Edo Kaembe aussi est du pays. En attaque, on avait les 2 attaquants, c'est-à-dire Cédric Bakambu et Dieu merci Mbokani. Donc, sur les 11 joueurs, il n'y a que 3 joueurs qui sont des binationaux. Il n'y a que 3. Je comprends. Donc, on a, et voilà, et Kiasumba aussi qui a un binational. Donc, on a 4. Donc, on a 7 joueurs sur le terrain qui sont des joueurs qui sont venus du pays et il n'y a que 4 binationaux. Exactement. Donc,
comment soutenir l'idée de créer un stage pour de la représentation locale s'il y a déjà 7 joueurs qui viennent du pays et qui sont nés au pays? Et déjà de deux. La deuxième chose, comment justifier un stage, la présence ou la représentation locale parce qu'il y a trop de binationaux? Mais c'est de la discrimination. Exactement. Moi, je vous dis une chose. Si aujourd'hui, M. Laurent Blanc décide de dire, quand Laurent Blanc avait dit qu'il y avait trop de Noirs en équipe nationale et qu'il fallait faire un petit quota pour avoir quelques Français, mais c'était le scandale en France. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de la discrimination. Nous sommes en train de diviser nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a des binationaux d'un côté et il y a des joueurs qui doivent être représentés d'un autre. De l'autre côté. C'est de la discrimination, c'est des quotas, c'est honteux. Moi, j'étais étonné de voir M. Patou Mangenda le dire à la télé. Excusez-moi, mais c'est honteux. Tu ne le fais pas, c'est grave. C'est grave quand même. C'est de la discrimination. C'est-à-dire que vous êtes des séparatistes, en fait. Donc, pour répondre à votre question de stage, déjà, l'idée de créer un stage pour avoir de la représentation locale, c'est déjà grave. Ça ne peut pas être un argument pour soutenir la réalisation d'un stage. En fait. Ça ne peut pas être un argument valable. Mais après, quand on analyse et qu'on voit un peu plus dans la profondeur, on se dit que, OK, un stage peut être bénéfique à long terme, en fait. Mais si c'est pour à court terme, ça ne sert à rien. Tu vois? À long terme, pourquoi pas? Parce qu'il y a le Chan 2023 qui arrive et que voilà, avec cette préparation, ça peut créer des automatismes, on peut créer des choses, un groupe, une vie de groupe. Ils peuvent apprendre quelque chose à travers ce stage. Là, c'est bénéfique à long terme. Mais maintenant, posons-nous la question. Est-ce qu'il faudra détruire tout un travail de championnat? Parce qu'il y a un championnat derrière. Parce que quand vous détruisez le championnat et que vous avez un championnat irrégulier qui n'arrive pas jusqu'au bout, qui n'arrive pas jusqu'à la fin, les conséquences sont énormes. Pourquoi? Vous n'aurez jamais un sponsor qui sera valable. Pourquoi il n'y a aucun sponsor qui viendra taper à votre porte parce que vous êtes irrégulier? De deux, vous aurez des joueurs qui ne seront pas en forme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de rythme dans leur jambes. Parce que vous faussez déjà le rythme d'un championnat. Juste leur déplacement vers l'Égypte, il y a eu des matchs qui ont été annulés. Et il y aura des conséquences par rapport à cela. Parce que bientôt, il y a les coupes africaines qui vont commencer et ces équipes ont besoin de rythme. Donc, ces deux éléments déjà prouvent que quand tu mets la réalisation du stage dans une balance et la non-réalisation, les conséquences sont beaucoup plus lourdes avec cette réalisation du stage. C'est-à-dire qu'à long terme, ces joueurs-là risquent de perdre leur forme. Alors, ça sert à quoi, en fait, ce stage? Mais maintenant, aujourd'hui, il y a un autre stage qui a été créé. Voilà, ce stage, il était connu. Mais ce sont les mêmes joueurs qui sont partis en Égypte. Exactement. Dans ces deuxièmes stages. Bon, maintenant, dites-moi, quel a été l'intérêt du premier stage? Parce que là, on a gaspillé de l'argent. Et cet argent, on pouvait bien l'utiliser pour faire autre chose, pour soutenir les jeunes, pour soutenir le football amateur, pour donner de l'argent à ceux qui ont besoin, à d'autres fédérations qui ont aussi besoin d'argent. Le Congo aujourd'hui, économiquement, on a besoin d'économiser un peu de l'argent. Il ne faut pas jeter de l'argent comme ça, en dehors de la fenêtre, juste parce qu'on veut aller en stage. Mais maintenant, ce sont les mêmes joueurs qui sont partis en Égypte qui sont partis aujourd'hui au Bahreïn. Maintenant, dites-moi, quelle a été l'importance de ce déplacement? Du premier stage. Il n'y a eu aucune importance. Maintenant, les langues se délient et maintenant, on comprend maintenant que avec leur dispute entre le ministère et la FECOFA qui s'accusent tour à tour, on comprend maintenant que c'était juste des affaires. Voilà. Nous, on a décrié ce stage et à la fin, ils ont quand même dit que non, Hector Cooper a sélectionné Karim Kinvouidi et Godil Lepo, a convaincu. Mais moi, je me pose la question, ces deux joueurs étaient au stage en Tunisie.
Pourquoi Hector Cooper, on ne les a pas sélectionnés? Ah, mais non. Donc, on voit que c'est de la pression, on voit que chacun veut mettre son pion sur le terrain, on comprend que la fédération veut des joueurs, le ministère veut ses joueurs, et puis il y a de la surfacturation dans ces sorties. Tout cela, il y a des intérêts avec des agents, avec des droits d'image, tout ça. On comprend que c'est des magouilles, c'est des intérêts personnels, voilà. On a essayé d'expliquer aux gens, les gens ont cru que nous on montait, mais maintenant ils ont compris que la fédération et les ministères sont en conflit, c'est à cause de l'argent. Voilà, tout est simple. Mais Joshua, dites-nous un peu, qui est censé organiser les stages? Est-ce la FECOFA ou les ministères des Sports? Parce qu'apparemment, le ministère des Sports n'a rien à voir avec le football. Le ministère des Sports est là juste pour donner une stratégie globale, ok? Une stratégie globale et accompagner le sport, en fait, à travers, dès qu'ils auront donné leur stratégie et leur vision. Le ministère du Sport n'a rien à voir dans l'organisation d'une rencontre, d'une sélection. Le ministère du Sport est là pour recevoir un rapport de la fédération, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, il y a un stage qui doit se faire au Bahreïn. En fait, la fédération vient avec un état de besoin au niveau du ministère, et c'est le ministère qui va analyser la faisabilité et va disposer des moyens. C'est-à-dire que le ministère prend le rapport, fait rapport au niveau du ministère du budget, le budget débloque l'argent, le ministère des Sports reçoit l'argent et donne à la FECOFA. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont remarqué que quand ils donnaient à la FECOFA, il y avait mauvaise gestion, mais la FECOFA aussi a remarqué que le ministère est en train de mal gérer. Il y a eu le problème avec le Tifoko, le tournoi de Tifoko, où il y a eu le détournement de $1 million. Donc, la fédération ne fait pas confiance au ministère. Alors, des fois, ils s'entendent, mais juste pour un petit moment. Mais dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a l'un d'eux qui bénéficie beaucoup plus que l'autre, voilà, ils se séparent. Il y a la guerre. Donc voilà, par exemple, pour ce stage d'Égypte, c'est le ministère qui a gagné, c'est eux qui ont géré tout. La FECOFA n'a rien géré. Donc, c'est des intérêts. Voilà, le ministère n'a pas le droit, de se mêler de l'organisation de quoi que ce soit dans le football congolais. Le ministère est juste là pour débloquer l'argent. Mais après, c'est vrai qu'un ministère et une fédération collaborent ensemble. Collaborent, exactement. Une vision et une stratégie à mettre en place. Vous voyez, parce que la fédération ne peut pas travailler sur le ministère des Sports. Exactement. La fédération, elle est là, elle a la FIFA à qui elle doit rendre rapport avec tous les projets qu'elle a. Elle amène ces projets au ministère des Sports. Et si le ministère des Sports voit que c'est part dans la même vision, voilà, ils collaborent, ils travaillent ensemble et ils font des choses. Mais malheureusement, chez nous, c'est... Voilà, chacun veut la part du gâteau. Surtout, c'est la sélection nationale de l'OPAR qui paye le plus. Voilà. Avec ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que c'est la FECOFA qui est d'une part incapable de pouvoir recadrer en fait les ministères sur l'organisation ou la gestion des choses? Non, mais la FECOFA ne peut pas être capable à partir du moment où elle est dépendante du ministère. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la Fédération française de football, qu'est-ce qu'il faut? Ils n'ont pas besoin du ministère des Sports à tout moment. C'est une fédération qui est autonome, tu vois. Donc, c'est une fédération qui, à partir de son championnat, des droits d'image, des droits télé, des sponsorships, des contrats qu'elle a avec les entreprises, avec les industries, les droits de rediffusion, les licences, tout cela, la fédération sait gérer son propre argent, en fait. Il y a des moments qu'elle n'a pas besoin de la FIFA, qu'elle n'a pas besoin du ministère des Sports. Mais chez nous, il n'y a rien. Qui gère la FECOFA? On ne sait pas où part l'argent des sponsors, des droits d'image, de la fédération des licences, des contrats. C'est-à-dire qu'on
tout l'argent qui rentre, on ne sait pas comment est-ce que eux, quelle est leur stratégie pour qu'ils deviennent autonomes. À partir de ce moment-là, vous n'avez jamais de l'argent, vous allez toujours dépendre du ministère des Sports. Vous allez toujours dépendre du ministère des Sports. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a toujours cette guerre-là. Et le ministère des Sports, comme il trouve que la sélection nationale aujourd'hui, ça paye, voilà, ils organisent des tournois, ils organisent des stages, des tournois ici, gauche à droite, pour justifier de l'argent qui sort de leur caisse. C'est quand même dommage. C'est tout un théâtre, en fait. Merci beaucoup pour cette belle intervention à ces sujets de stage, Joshua. Mais maintenant, la RDC, on connaît déjà l'adversaire pour les matchs des barrages. Oui, donc c'est le Maroc. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que c'était les Maroc? Bon, je me suis dit que, voilà, moi, j'avais beaucoup plus peur de l'Algérie et du Sénégal parce qu'ils ont, parmi toutes les équipes, c'est sur papier, en fait. Sur papier, ils sont les équipes qui étaient beaucoup plus complètes et qui avaient déjà un pas en avant par rapport aux autres. On tombe sur le Maroc, une équipe du Maghreb. C'est vrai que les équipes du Maghreb sont fortes tactiquement, techniquement et administrativement. Donc, c'est des pays qui ont un véritable lobbying et qui donneraient tout pour ne pas rater cette qualification pour le mondial. Ils ont le soutien des lobbying français, ils ont les soutiens des lobbying arabes, ils sont à la tête de la CAF, ils sont bien placés au niveau de la CAF et de la FIFA. Tactiquement, c'est une équipe qui sait vraiment respecter les positions et les déplacements de chaque joueur. Techniquement, ils ont une moyenne assez élevée parce que le Maroc, en termes de coups francs, corner, tir au but, les passes, les enchaînements entre les lignes, que ce soit entre les intervalles, que ce soit pendant les balles arrêtées, le Maroc est un exemple en Afrique. Ils ont le meilleur centre de formation en ce moment, c'est-à-dire qu'ils ont cet esprit, cette tactique et cette technique dans le sang. Ils naissent avec, ils grandissent avec, en fait. Tu vois? Donc, c'est un adversaire qui est organisé, c'est un adversaire qui est sérieux. À notre tour, si on devrait passer face au Maroc, on dirait que, voilà, nos joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est pas facile face au Maroc parce que c'est une équipe très bien organisée, que ce soit en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Donc, il faudra maintenant réfléchir comment faire pour battre cette équipe qui joue en 4-4-2, très bien organisée sur le terrain. Offensivement, ils sortent d'un 4-4-2, ils passent en 3-4-3. Tu as les deux milieux qui vont et qui soutiennent l'attaquant de pointe sur place et ils sont toujours à 5 en attaque. Et quand ils défendent toujours à 7. Donc, c'est une équipe très bien organisée, qui a des joueurs physiques, parce qu'ils sont bons. Donc, voilà, le Maroc, c'est quand même un exemple en Afrique. C'est une équipe constante, qui a de l'expérience. Après, les gens me disent OK, on les a battus 1-0. Ouais, c'était la Coupe d'Afrique. Les gens restent sur les statistiques. Hein? Ouais, mais voilà. Maintenant, c'est un match différent. Pourquoi? Parce que ce match sera un match en aller et retour. On jouera le match retour chez eux. Donc, ce ne sera pas une rencontre de Coupe d'Afrique, là où le terrain et le stade, il est neutre. Tu vois? Donc, ce sera une rencontre chez eux. Donc, il faudra que nous aussi, on gagne chez nous. Donc, sur un score de 2-0, 3-0, pour se mettre à l'abri et aller peut-être au Maroc pour chercher un match nul ou faire une défaite de 1-0. Parce que si on gagne ou on encaisse, par exemple, à Kinshasa, ce ne sera pas facile. Mais je me dis que ce n'est pas impossible. Si on est vraiment sérieux et si on met en place un vrai dispositif pour battre cette équipe, je crois qu'on pourrait aller au mondial facilement. Mais si on n'est pas sérieux et qu'on commence à douter, parce que le désordre emmène le doute et psychologiquement, on perd déjà la bataille. Mais si d'avance, on se prépare psychologiquement et qu'on est bien organisé et que la fédération et le ministère fassent un effort de se professionnaliser, je crois qu'on pourrait battre cette équipe du Maroc.
chez nous et faire match nul chez eux. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Si la RDC est sérieuse face au Maroc, quel pourcentage, allais-je dire, des chances que vous donnez à l'équipe de la RDC? Une rencontre, c'est toujours 50-50. Même si même si vous êtes plus fort que l'adversaire, aujourd'hui, avec la VAR, une rencontre peut être gagnée juste par un mauvais geste. C'est-à-dire un dégagement quelconque, une balle qui sort de je ne sais d'où, tu lèves la main, la balle te touche, et voilà, vous gagnez par 1-0. C'est-à-dire que tout peut arriver dans une rencontre de football. Personne ne peut prédire l'avenir ou dire que non. Dans le football, ce n'est pas une science exacte. Aujourd'hui, vous voyez les équipes comme les Comores battre le Ghana. Donc, tout est possible. C'est du 50-50, que ce soit à l'aller ou au retour. On peut être sérieux. Si on veut avoir 50-50 de chance, qu'on soit sérieux. Si on ne veut pas être sérieux, alors eux, ils auront au moins 80% psychologiquement et nous, on aura 20%. Et ça pèsera dans la balance parce qu'au fur et à mesure que vous allez commencer à jouer, vous allez sentir de notre côté qu'il y a une différence par rapport à une équipe qui est organisée, qui mentalement est bien préparée. Voilà. Joshua Bellini, merci pour cette très belle intervention. J'espère que nos abonnés de Cinec TV auront à apprécier ce que vous les avez transmis. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. J'en profite pour passer un message, c'est-à-dire que voilà, la RDC aujourd'hui, elle est engagée dans quelque chose de très sérieux. Très sérieux. Et voilà, il faudra que les mentalités aussi commencent à changer, en fait. Parce que si on a toujours ces mentalités de rue, ne pas avoir un esprit critique ou un esprit analytique, c'est difficile d'avancer. Et ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire, le travail que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que nous ne le faisons pas pour avoir de l'argent, ou pour être reconnus. Parce que moi, j'ai suivi un commentaire dernièrement, un frère qui a critiqué, qui a écrit sur un commentaire, il a dit « vous, de la diaspora, vous êtes venus ici, vous avez détruit le pays. » Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire ici. Ce que nous faisons ici, nous n'avons pas besoin de rentrer au pays pour aller voler ou pour aller travailler. Non, mais Joshua, il faut aussi expliquer à ces gens-là que avant d'être diaspora, nous avons été en République démocratique du Congo. Et le Congo, c'est un pays à nous tous. Donc, si nous avons un apport sur l'analyse, on ne peut pas manquer de les faire parce qu'aujourd'hui, un bon nombre ne se retrouve pas sur les sols congolais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a non seulement il y a une fuite de talent, mais il y a aussi une fuite des valeurs. Voilà, à cause de la situation du pays, il y a beaucoup de gens qui ont émigré. Et voilà, mais ce n'est pas parce qu'on est en dehors du pays qu'on n'est pas enfant du pays, tu vois. Donc, on essaie d'apporter ce pourquoi nous sommes en train de faire ce travail, non pas pour dénigrer les gens, mais pour réveiller les consciences et les pousser à avoir un esprit critique. Avoir un esprit critique ne signifie pas que vous pensez avoir un complexe de supériorité par rapport aux autres, ou que vous ayez beaucoup plus de la connaissance que les autres. Non, avoir un esprit critique vous pousse à analyser toute chose et chaque chose, à se poser les vraies questions. Et quand on se pose les vraies questions, comme le disait Socrate, connais-toi pour te connaître toi-même, voilà. Donc, quand tu te poses des questions, c'est là que tu te comprends et tu te connais et que tu commences à connaître aussi les autres. Mais si on est là juste à gober tout, je crois qu'on est en train de rendre un mauvais service à nos dirigeants et à toute la République. Donc voilà, je vous remercie aussi de nous avoir suivis. Je te remercie, Francine. Merci. Et j'espère que Cinec TV sera une chaîne de référence dans les années qui vont suivre et même dans le temps futur, et que le Seigneur te soutienne dans toutes tes entreprises. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Et à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, vous allez déjà comprendre que nous sommes à la fin de cette émission. C'était Joshua Bellini, analyste sportif. Avec lui, comme vous avez suivi, nous avons parlé
des Léopards de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de stages organisés au niveau de l'équipe nationale. Si vous avez des suggestions, ne manquez pas de nous écrire dans nos différentes pages qui accompagnent Synec TV. N'hésitez pas, vos commentaires, vos suggestions, vos remarques. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, ceux-là qui ne sont pas encore abonnés chez Synec Télévision, de vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Merci, bye.